Voilà, encore quelques secondes et quelques minutes avant que la récipiendaire du prix ne commence sa conférence devant vous. Voilà, mais nous allons d'abord procéder à cette remise du prix. Voilà. Alors moi, je m'appelle Dominique Auger, je suis le deuxième adjoint de la ville d'Aix-en-Provence et d'habitude, je m'occupe de choses un petit peu austères, c'est-à-dire du contrôle de gestion des finances de la ville. Mais je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir être parmi vous et de représenter Madame le maire. Une partie importante des finances de la ville, d'ailleurs, est dédiée à la culture, parce que la ville d'Aix-en-Provence souhaite avoir cette image et cette densité de ville culturelle. Et d'ailleurs, nous sommes aujourd'hui dans cet amphithéâtre de la Verrière, mais il est au sein d'une bibliothèque qui s'appelle la bibliothèque Méjane, que vous connaissez tous ici, et dont vous savez tous, peut-être pas vous, madame, que depuis le 1er janvier, eh bien, cette bibliothèque est gratuite. Et c'est quelque chose de très important. Vous avez dit tout à l'heure, madame, que les livres ont un coût. Hein, il fallait que les membres du jury, ceux qui ont voté aujourd'hui, eh bien, achètent eux-mêmes leurs livres. Et c'est vrai qu'inciter à la lecture est quelque chose de tout à fait essentiel, et la gratuité d'accès d'une bibliothèque est quelque chose de tout à fait important. Ça ne suffit pas, évidemment, il faut aussi des librairies dynamiques comme la vôtre, et des gens qui aiment les livres et qui les conseillent aussi. Si vous allez, vous l'avez peut-être fait, à la librairie Boulard, vous verrez que sur les ouvrages, il y a parfois des petits cœurs indiqués avec le nom de la personne qui l'a lu. Et bien, lorsqu'on arrive à identifier la personne qui a le goût le plus proche de nous, et bien c'est vrai que cette recommandation, elle est tout à fait essentielle et tout à fait utile. Alors, dans ma vie, j'ai aussi une autre activité. Je suis professeure d'économie à la faculté de droit, et quand j'ai su que j'allais remettre ce prix, j'ai demandé à mes étudiants, est-ce que vous avez lu? Est-ce que vous, etc. Eh bien oui, et pourtant, ce sont des étudiants qui ont entre 20 et 22 ans et qui sont plus sur leur téléphone portable qu'avec un livre en main, mais quand même, pour un ouvrage comme celui-là, eh bien, beaucoup d'entre eux l'avaient lu. Donc voilà, vous avez de jeunes aficionados à Aix. Alors, très heureuse de vous remettre ce prix des lecteurs, et je le fais donc au nom de Madame le maire, et c'est un prix à plusieurs étages. Donc, la première chose que je vais vous remettre, tous les Aixois connaissent ce que je vais vous montrer. Ils savent tous ce que c'est. Voilà. Ils savent tous ce que c'est. Voilà, le fameux pavé de Cézanne. Donc, vous savez que la ville d'Aix s'identifie aussi à des œuvres de culture majeures, dont le peintre Paul Cézanne, dont le meilleur ami était Émile Zola, puisqu'ils étaient en classe ensemble. Et pour symboliser ou faciliter ou motiver la vie des touristes, eh bien ces clous sont posés sur le sol et délimitent un certain nombre de chemins que faisait Paul Cézanne dans la ville, hein, puisque son père était chapelier puis banquier en haut du pont Mirabeau. Nous connaissons tous évidemment l'histoire ici. Donc ça, c'est la première chose que je vais vous remettre, parce que c'est vraiment quelque chose qui est infiniment symbolique de la ville d'Aix. Il y a un petit mot de Madame le maire à l'intérieur. Mais on ne s'arrête pas là. Puisque vous êtes venus, on souhaiterait que vous reveniez. Et pour que vous reveniez, eh bien, le service de la communication, du protocole et la direction de la culture reviendra vers vous pour organiser un séjour de 2 jours sur Aix, que nous aurons le plaisir de vous offrir, pendant la période du festival d'Armyrix, ce qui nous permettra d'aller aussi au festival, ce qui est un moment culturel très fort de la ville et très important. Mais en échangeant quelques paroles tout à l'heure aussi, vous m'avez dit que ce livre, pour lequel on vous remet un prix aujourd'hui, va être décliné sous forme théâtrale. Donc j'espère qu'elle reviendra une 3e fois, et cette fois-ci pour nous présenter la version théâtrale de cet ouvrage. En tout cas, toutes mes félicitations, madame, et ravie d'avoir pu vous remettre ce prix aujourd'hui. Voilà, bonne conférence.
Merci beaucoup. Je voudrais juste dire un petit mot pour vous remercier tous. Remercier la Lidex, évidemment, pour ce magnifique prix. Remercier Paul Constant de l'avoir déjà créé et puis d'avoir sélectionné mon livre dans la première sélection du prix. Je suis extrêmement honorée. C'est un premier roman, donc je ne m'attendais évidemment pas du tout à recevoir autant d'honneur. Et puis, je voudrais évidemment remercier les lecteurs qui ont choisi mon livre. Je suis toujours très touchée de recevoir c'est un prix très démocratique, puisque vous avez dit 170 lecteurs, 170 comme on dit chez moi. C'est évidemment très touchant pour moi de recevoir des prix aussi démocratiques. J'ai eu la chance d'en recevoir quelques-uns, avec le prix FNAC notamment, il y a 800 votants, et voilà, c'est évidemment très valorisant d'être choisi par un jury de professionnels, mais je trouve que ça l'est encore plus d'être choisi par des lecteurs et par un grand nombre de lecteurs. Donc je suis vraiment très heureuse. Merci beaucoup. Et je reviendrai une quatrième fois parce que j'ai une deuxième pièce de théâtre. Donc si vous m'invitez à venir jouer ici, ça sera avec plaisir. Merci beaucoup. Bonjour, Adeline Dieudonné. Plusieurs nouvelles à votre actif, une pièce de théâtre, Bonobo Moussaka, et ce magnifique premier roman, La vraie vie, publié à l'Iconoclaste, révélation de la rentrée littéraire, qui connaît de plus en plus de lecteurs. Vous nous disiez tout à l'heure que l'Iconoclaste est déjà un tirage de 200 000 exemplaires, ce qui est absolument magnifique. Et puis de nombreux prix, que vous avez mentionné le prix FNAC, vous en avez lu d'autres aussi. Avant de vous poser quelques questions, je voudrais, si vous en êtes d'accord, faire la lecture des premières pages de votre livre, pour que celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu se trouvent plongés tout de suite dans cet univers extraordinaire et évidemment aient envie d'en savoir un petit peu plus et de se plonger dans la lecture du livre. À la maison, il y avait 4 chambres. La mienne, celle de mon petit frère Gilles, celle de mes parents et celle des cadavres. Des daguets, des sangliers, des cerfs, et puis des têtes d'antilopes de toutes les sortes et de toutes les tailles. Springboks, Impala, Gnou, Oryx, Cobu, quelques zèbres amputés du corps. Sur une estrade, un lion entier, les crocs serrés autour du cou d'une petite gazelle. Et dans un coin, il y avait la hyène. Tout empaillée qu'elle était, elle vivait, j'en étais certaine, et elle se délectait de l'effroi qu'elle provoquait dans chaque regard qui rencontrait le sien. Au mur, dans des cadres, mon père posait, fier, son fusil à la main sur des animaux morts. Il avait toujours la même pose, un pied sur la bête, un poing sur la hanche, et l'autre main qui brandissait l'arme en signe de victoire, ce qui le faisait davantage ressembler à un milicien rebelle shooté à l'adrénaline du génocide qu'à un père de famille. La pièce maîtresse de sa collection, sa plus grande fierté, c'était une défense d'éléphant. Un soir, je l'avais entendu raconter à ma mère que ce qui avait été le plus difficile, ça n'avait pas été de tuer l'éléphant, non. Tuer la bête était aussi simple que d'abattre une vache dans un couloir de métro. La vraie difficulté avait consisté à entrer en contact avec les braconniers et à échapper à la surveillance des gardes-chasse, et puis prélever les défenses sur la carcasse encore chaude. C'était une sacrée boucherie. Tout ça lui avait coûté une petite fortune. Je crois que c'est pour ça qu'il était si fier de son trophée. C'était tellement cher de tuer un éléphant qu'il avait dû partager les frais avec un autre type. Ils étaient repartis chacun avec une défense. Moi, j'aimais bien caresser l'ivoire. C'était doux et grand, mais je devais le faire en cachette de mon père. Il nous interdisait d'entrer dans la chambre des cadavres. C'était un homme immense, avec des épaules larges, une carrure d'écarisseur, des mains de géant, des mains qui auraient pu décapiter un poussin comme on décapsule une bouteille de coca. En dehors de la chasse, mon père avait 2 passions dans la vie, la télé et le whisky, et quand il n'était pas en train de chercher des animaux à tuer aux 4 coins de la planète, il branchait la télé sur des enceintes qui avaient coûté le prix d'une petite voiture,
une bouteille de Glenfiddich à la main. Il faisait celui qui parlait à ma mère, mais en réalité, il aurait pu la remplacer par un ficus s'il n'aurait pas vu la différence. Ma mère, elle avait peur de mon père. Et je crois que, si on exclut son obsession pour le jardinage et pour les chèvres miniatures, c'est à peu près tout ce que je peux dire à son sujet. C'était une femme maigre, avec de longs cheveux mous. Je ne sais pas si elle existait avant de le rencontrer, j'imagine que oui. Elle devait ressembler à une forme de vie primitive, unicellulaire, vaguement translucide, une abîme. Un ectoplasme, un endoplasme, un noyau et une vacuole digestive. Et avec les années au contact de mon père, ce pas grand-chose s'était peu à peu rempli de crainte. Alors, Adeline, on vient de lire cette ouverture qui, on l'a compris, nous donne déjà une idée du climat dans lequel va baigner votre histoire. Et dans cette histoire, le principal personnage est une héroïne. Et d'où vient-elle, cette histoire? Et d'où vient cette petite fille que l'on va accompagner de ses 10 ans jusqu'à ses 15 ans, approximativement? Cette petite fille qui, étrangement, n'a pas de nom tout au long du livre. D'autres personnages ont des noms, pas beaucoup. Certains ont des surnoms. Je suppose que c'est une volonté délibérée de votre part. Est-ce que vous pouvez nous éclairer à tous ces égards? Merci beaucoup. Alors, d'où vient cette petite fille? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. C'est Paul Auster qui disait « Personne ne sait d'où vient un roman, et certainement pas son auteur ». Et je crois assez fort, enfin, cette phrase me parle beaucoup, parce que y a quand même une dimension mystique à l'écriture. C'est-à-dire qu'effectivement, cette petite fille, j'ai l'impression qu'elle existe, j'ai l'impression qu'elle existe dans une dimension parallèle et que j'ai été qu'un canal de... Enfin voilà, pour lui permettre d'exister dans le bouquin. Avant de me mettre à écrire, moi quand j'entendais des écrivains dire ce genre de trucs, je me disais oui c'est ça, c'est la pète, c'est vraiment enfin oui, une espèce de pause qu'ils prennent et en réalité non, vraiment je ne sais pas. Moi j'avais juste l'image de cet accident qui survient la première année. Donc au début du roman, les enfants sont confrontés à un accident horrible. Et moi j'avais juste cette image-là et c'est vrai que je me suis dit tiens, qu'est-ce qui arrive à ces enfants? Comment est-ce qu'ils vont grandir après ça? Quel va être leur parcours? Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? Et j'ai juste voulu partir à la découverte de cette histoire-là. Et donc j'ai suivi le fil. Je ne dis pas que c'est facile tout le temps. Il y a vraiment des moments où je ne savais plus où j'allais et il fallait creuser. Mais voilà, et sur les prénoms, la petite, quand j'ai fini la première version de La Vraie Vie, son prénom est écrit une seule fois dans le roman. Ce qui s'explique de façon assez logique parce que le roman est écrit donc, à la première personne du singulier. Et quand on parle à la première personne du singulier, c'est rare qu'on cite son propre prénom. Là, je vais vous parler pendant, je ne sais pas, un quart d'heure, une heure. Il y a peu de chances que je cite mon prénom sur cette... Donc assez naturellement, il n'y était qu'une seule fois, un moment où sa maman l'appelait dans un dialogue. Et c'est vrai que je me suis dit, finalement, si c'est pour qu'il n'apparaisse qu'une seule fois, autant le supprimer complètement. Peut-être que inconsciemment, j'avais envie de donner une dimension universelle à cet enfant et de ne pas trop l'ancrer, justement. Un prénom, ça ancre à la fois géographiquement, temporellement aussi, puisqu'on ne porte pas si je l'appelle Agathe ou si je l'appelle Geneviève, forcément, elle n'a pas le même âge, c'est pas la même époque. Et alors les autres, c'est vrai que les autres personnages, il y en a beaucoup qui ont des surnoms. Je sais pas, pareil, c'est venu naturellement, peut-être parce que les enfants, comme c'est une petite fille qui s'exprime, je crois que les enfants, ils s'en fichent un peu du prénom des gens, ils leur donnent des caractéristiques, ils vont les appeler par voilà, quelque chose que cette personne leur évoque physiquement, et puis ça va rester, voilà, je crois que cette petite fille s'en fout un peu de la façon dont s'appellent les gens. Donc, elle n'a pas de prénom tout au long du livre. Elle est projetée dans une histoire absolument invraisemblable, avec un accident sur lequel on ne peut pas s'étendre pour celles et ceux qui n'ont
pas encore lu le livre, mais qui est un accident à la fois terrible, mais qui pourrait aussi relever presque du cinématographique et presque du comique. Comment vous avez pensé à cet accident-là plutôt qu'à un autre, qui est quand même, cet accident est très particulier? Oui, c'est très particulier. Eh bien parce que c'est arrivé dans le village de mon enfance et que effectivement c'est tellement inattendu que ça a dû me marquer quelque part. Heureusement, c'est pas arrivé devant les enfants, en l'occurrence, c'est arrivé à l'abri d'un atelier, mais ça illustre bien l'absurdité de l'existence, à quel point les choses dans un climat qui peut apparaître assez léger, assez voilà, c'est l'été, il y a ce côté très enfantin, le côté très innocent de ce moment, et comment l'horreur peut survenir à n'importe quel moment. Et s'en rappeler, c'est à la fois terrifiant, et à la fois, c'est peut-être aussi ce qui donne de la valeur au bon moment et de la valeur aux choses, effectivement. Donc cet accident va déclencher toute une série d'événements qui sont à l'intérieur du roman. Et cet accident va provoquer une espèce comme une sorte de mutisme chez un autre personnage très important du roman, qui est le petit frère de notre héroïne, qui lui porte un prénom, qui revient souvent dans le livre, il s'appelle Gilles. C'est un tout petit garçon au début de l'histoire. Et ce livre, qui est un grand roman social, à mes yeux, on y reviendra tout à l'heure si vous voulez bien, c'est aussi, je trouve, et dans les nombreuses interviews que j'ai écoutées de vous, critiques, etc., je trouve qu'on n'a pas assez insisté là-dessus. Je trouve que c'est un grand roman sur la fratrie et sur l'amour que peuvent se porter un frère et une sœur, et sur la manière dont cette toute jeune fille, encore au début de l'histoire, va devenir une espèce de seconde mère pour ce petit garçon Gilles qui est, on pourrait dire, en souffrance après cet accident, mais pas seulement, l'accident n'étant qu'un révélateur, je pense. Comment vous avez construit ce duo, qui est presque un couple à certains moments, et comment ça vous est venu, cette idée de cette fratrie magnifique et en même temps très perturbée aussi? C'est vrai que j'avais envie de parler d'amour, et moi ça me bouleverse en fait l'amour fraternel, l'amour chez les jeunes enfants, la façon dont ils peuvent à la fois être très cruels et à la fois être d'une générosité et d'une solidarité qui est... Enfin, moi je trouve ça bouleversant quand je vois ça chez les enfants. Je me suis pas mal inspirée de ce que je vois entre mes filles. J'ai deux filles qui ont plus ou moins la même différence d'âge. Là, c'est vrai que les enfants, ils ont 4 ans d'écart, ce qui permet à la grande sœur d'avoir un rôle protecteur vis-à-vis du petit frère, parce qu'on n'est plus dans un rapport de concurrence ou de jalousie. Et de toute façon, ils sont dans un contexte familial tellement difficile qu'ils n'ont pas d'autre choix que de compter l'un sur l'autre. Et ça, je crois que ça arrive assez fréquemment. Je me suis pas mal aussi appuyée sur les témoignages de ma grand-mère, qui elle a grandi dans un contexte comme ça très difficile, avec un père violent. Et en même temps, ce que ça apportait de beau elles étaient 3 sœurs, et la complicité qu'elles pouvaient avoir, les moments de fou rire aussi, vraiment les moments de joie qui pouvaient survenir entre ces 3 sœurs, parce qu'il fallait bien ça pour s'opposer à la tyrannie du père. Et que la solidarité sauve aussi. Bien sûr, évidemment. Oui. Donc vous avez compris que ces 2 enfants grandissent dans un climat de violence extrême, avec un père qui est absolument épouvantable, et une mère qui est éteinte complètement, parce que peut-elle faire autrement que d'être ce qu'elle est, puisqu'elle aussi subit la violence morale, mais aussi la violence physique de cet homme qui n'a comme passion que la chasse finalement, et puis effectivement son style satellite. Qui se débat lui-même avec ses blessures aussi. Aussi, oui, tout à fait. On a beaucoup dit de votre livre qu'on pouvait aussi le lire
comme une espèce de conte violent et noir. Est-ce que c'était votre idée de départ ou est-ce que ça s'est fait au fil de l'écriture? Alors, c'était pas une idée, mais c'est vrai que je l'écris au fur et à mesure de cette façon-là. Il y a plusieurs éléments qui interviennent. Déjà, c'est vrai que c'est une petite fille de 10 ans qui parle, donc au départ, il y a ce vocabulaire très enfantin. Elle parle de dragons, elle parle de fées, enfin voilà, il y a tout cet imaginaire très enfantin qui a imprimé dès le départ une dimension un petit peu conte. Et puis c'est vrai que j'aime bien échapper au réel. J'ai pas du tout une écriture documentaire. Parce que moi-même, quand je lis des histoires, j'aime bien m'évader. Je dis pas que j'aime pas la littérature réaliste, j'aime beaucoup la lire aussi, mais c'est vrai que j'aime beaucoup aussi les romans qui m'emportent dans un monde un petit peu étrange, où je me dis ça pourrait être mon monde et en même temps ça pourrait être un univers parallèle. J'aime beaucoup ça, et donc c'est vrai que naturellement je mets cette espèce de distanciation avec la réalité. Ce qui n'empêche pas le réalisme, et même parfois j'ai l'impression que la réalité surgit d'autant mieux quand il y a une distanciation que quand on essaie d'y coller au plus près. On n'est pas du tout dans la démonstration, du tout. Mais on est tout le temps, tout au long du livre, deux univers s'approchent, tout le temps. Il y a à la fois le conte, mais aussi la chronique sociale. Je parlais de roman social, mais c'est quand même la description d'un certain type de vie dans un certain type de banlieue, avec un certain type de personnage. On a aussi du merveilleux parce que cette héroïne va tout faire par le biais du merveilleux justement pour essayer de remonter le temps et de revenir en arrière avant l'accident quand tout était encore du domaine du possible. On est aussi dans le domaine de la comédie à certains moments, parce qu'il y a des moments qui sont extrêmement drôles, mais aussi évidemment en contrepoint dans la tragédie quasi permanente. Et on est aussi dans l'horreur, mais en même temps dans le merveilleux quelque part. Et surtout, à travers ce personnage, dans une espèce de candeur extraordinaire, qui est une candeur qui sauve. Et justement, est-ce que cette candeur et cette naïveté qu'elle va dérouler tout au long de son histoire ne sont pas finalement la condition sine qua non pour accéder à ce titre très beau que vous avez trouvé, qui est la vraie vie, justement? Bah oui, c'est vrai que c'est ça qui est troublant avec cette héroïne, c'est qu'elle est à la fois extrêmement candide, et j'aime bien le mot candeur, je le préfère au mot naïveté, parce que il y a une forme d'intelligence, je pense, dans cette candeur, et à la fois très lucide. Et c'est très perturbant, mais souvent les enfants qui sont comme ça entre l'enfance et l'adolescence, vers entre 10 et 15 ans, il y a ce mélange, il y a cette espèce d'état de grâce, comme si ils pouvaient voir le monde dans sa globalité, et ils ont parfois un regard comme ça très lucide et très très juste sur les choses, et à la fois il y a encore la magie de l'enfance, il y a encore l'espoir, et il y a encore donc la candeur. Et je suis assez d'accord que son optimisme forcené confine à la candeur, et je crois que c'est nécessaire, c'est indispensable. Et peut-être que ça correspond à ma façon de voir les choses. Je suis quelqu'un de très très optimiste, même si le roman est très noir et que le constat de départ est assez désespéré. Je suis quelqu'un de très optimiste, et c'est, je pense, sans que je l'ai choisi et sans que je l'ai anticipé, ce livre est peut-être aussi une métaphore de la façon dont moi je vois les choses par rapport à notre monde, qui est quand même dans un état compliqué, on va dire ça comme ça, et on doit faire face à des enjeux qui sont terriblement, qui sont atroces en fait, que ce soit des enjeux sociaux, des enjeux économiques, des enjeux climatiques, on est quand même un petit peu dans la merde, mais voilà, je reste persuadée que les solutions existent. Enfin, de toute façon, on ne peut pas faire autrement que d'espérer, et surtout quand on a mis 2 enfants au monde. Et voilà, et c'est vrai que cet optimisme-là, je l'ai transmis je l'ai exprimé à travers mon héroïne. Et je crois qu'en filigrane, dans le texte, on peut voir la citation de Mark Twain qui était il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et cette innocence-là, c'est vrai que ça lui permet de soulever les montagnes et de faire des choses absolument extraordinaires.